Eh bien aujourd'hui on m'en veut, mesdames et messieurs, bonjour à tous. On m'en veut pourquoi? Parce que je vais devoir dire des mots mais quasiment impossibles à formuler dans la vie de tous les jours. Si je vous dis paléo-environnementaliste, ouf, ça c'est pas un mot que vous casez tout le temps quoi. Bon, géomorphologue ça passe encore, mais en tout cas voilà, il y en a un qui souffre au quotidien, il doit dire ces mots assez régulièrement quand il parle de sa formation, ou en tout cas quand il va se mettre à parler de son ouvrage Le Var, Terre de géants, notamment aux éditions Presse du Midi, un ouvrage qui nous parle vraiment finalement de ces animaux, ces géants qui ont vécu ici, mais on ne va pas parler de dinosaures seulement, on va voir le monde marin aussi, parce que le Var a été aussi une étendue quasiment aquatique pendant bien longtemps, et des animaux étaient dessous, c'était pas vraiment des dinosaures. Et pour ça, on reçoit un de nos chroniqueurs qui vient de sortir cet ouvrage, Stéphane Giner, qui est aussi attaché de conservation, c'est le mot aussi? Oui, c'est mon grade. Bonjour. Bonjour. Attaché de conversation, j'aime bien, c'est facile à dire. Pas de conversation, de conservation. De conservation? Conservation. Conservation. Le Var, quand je dis les géants, on est bien d'accord, on remonte au-delà des dinosaures, un peu plus loin encore. Oui, on remonte avant. On remonte avant et puis on parle également de ce qui s'est passé après. Parce qu'il n'y a pas que... Le dinosaure, c'est intéressant, mais le dinosaure, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt en paléontologie. Donc, dans ce livre-là, j'en parle, bien entendu, mais je parle de ce qu'il y avait avant, et encore, je ne parle pas de tout, et je parle de ce qu'il y a eu après, ensuite. Mais c'est surtout ce dont on parle, c'est surtout toutes ces découvertes qu'on a eues sur notre territoire, et finalement comprendre l'histoire de notre territoire à travers, finalement, les âges. Et ça, là, tu fais une sorte de radiographie de combien d'années ? Alors que je me rappelle bien, là, je commence un million d'années. Oui, le plus ancien, c'est le Rétien, donc environ 200 millions d'années. Ah oui, d'accord. Et tout ça dans un ouvrage? Oui. Oh, bravo. Voilà, ça c'est comment arriver à être aussi synthétique. Je n'y arriverai jamais, moi, perso. Et pour m'accompagner tout au long de la semaine, c'est Stéphane Giner. Bonjour, Jean-Marc Génous. Je vais y arriver. Hein, je vous dis. Alors, tu es là toute la semaine. Tu n'as rien prévu, toi, aujourd'hui? Apparemment, non. Tu te réserves pour demain? Je me réserve pour demain. Voilà. Et demain? Demain, les expériences scientifiques avec des ballons, avec la complicité de Stéphane Giner. Tu restes pour demain? Oui, demain, je suis là. Demain, il est là. Ah, bon, écoutez. Et là, on a surtout Sandra qui est avec nous, Maréco, qui va nous faire une chronique zéro déchet aujourd'hui. Elle nous a prévu une thématique qui est quasiment au cœur des vacances, là, qui arrivent dans quelques jours. C'est ça, bonjour à tous. Effectivement, dans quelques jours, c'est les vacances. Donc, j'ai pensé aux tout petits et aux parents aussi. Donc, et sur l'idée de zéro déchet, donc tu vas nous donner plein d'astuces et plein d'idées pour les sorties, pour les balades ou autres. Exactement. Bon, d'alléger en zéro déchet, et on reste toujours dans ce fameux thème qui est simple et abordable pour tous. Bon, écoute, tends l'oreille parce que je suis sûr que tu vas apprendre plein de choses, même des coins qui sont par chez toi, et chacun d'entre nous va être surpris d'apprendre des choses et finalement de savoir quels étaient les animaux ou quelle était la vie qu'il y avait chez nous finalement il y a quelques millions d'années, et on va être surpris et des découvertes qui ont été faites aussi pour certaines assez récemment. Quand je dis des découvertes récentes, c'est-à-dire que même dans cet ouvrage, on parle de découvertes qui ont été faites là au XXe siècle. Là, le siècle dernier, quoi. Mais même encore plus récent que ça, puisque ce sont des découvertes auxquelles j'ai participé. Donc là, on en a aussi des dernières années aussi. Ah oui, de ces dernières années, oui. Et encore, je ne dis pas tout. Je ne dis pas tout parce que j'avais commencé. Alors, j'étais pas très content, mais bon, je collabore avec une équipe de scientifiques du CNRS et du Muséum national. Et moi, j'avais écrit 2 magnifiques chapitres sur 2 périodes du Var. Et en discutant, les collègues me font non mais il ne faut pas publier. On est en train d'écrire un article qui va sortir dans une revue internationale. Tu n'as pas le droit d'écrire un bouquin dessus avant qu'on officialise les découvertes. Donc il y a encore des choses qui sont pas dedans. Qui sont pas dedans et qui seront inédites dans la 2e réédition du bouquin. Mais ce sont des découvertes qui datent, pour certaines, les dernières, elles datent de 2015. Donc nous sommes en 2021, 2015, c'est vraiment très récent. Si on repart très loin, c'est-à-dire que tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce monde des dinosaures, finalement, on pense spontanément, c'est vrai, aux dinosaures, alors qu'on a un monde qui précède bien avant les dinosaures, finalement un monde marin, mais aussi avec des géants. Oui. Alors, quand on parle du monde marin avec les géants, ce dont je parle dans le livre, il y a au Toronnet. Donc, dans la commune du Toronnet, en 2015, il y a une opération de recherche en paléontologie que j'avais menée en collaboration avec l'Université de Lyon et en collaboration avec une université Makassar Rakam. C'est dur à dire ça aussi, c'est en Thaïlande. Il y avait une chercheuse. Je te laisse tous les mots difficiles maintenant. Merci. Et ça avait été lancé au Toronnet suite à des découvertes par des prospecteurs amateurs qui nous avaient prévenus de vertèbres géantes, ainsi que, alors là c'était pas au Toronnet mais c'était sur Cuers, une mandibule, donc un fragment de mâchoire
d'un ichthyosaure, donc un reptile marin. Et ce fragment de mâchoire, à lui tout seul, mesurait 1,20 m. 1,20 m. Et les vertèbres sont relativement grandes parce qu'elles mesuraient environ 24 cm de diamètre. Et on avait fait venir à l'époque un spécialiste européen, c'était Valentin Fischer de l'Université de Liège. Donc il était venu de Belgique quelques jours dans le Var. Et il avait fait des mesures de ces vertèbres. On avait collaboré, lui et moi, et il m'a dit que c'était les deuxièmes plus grandes vertèbres au monde. Et de ce fait, on avait le plus grand reptile marin en Europe, qui est donc un ichthyosaure, c'est un reptile marin qui ressemble à un énorme dauphin, si on va vraiment simplifier, mais c'est un reptile. Hein. Et il atteignait environ une vingtaine de mètres de long. Ce qui est fou, c'est que dans cet ouvrage, au-delà de certaines pièces où on voit finalement des ossements ou autres, etc., des vertèbres, etc., on a des lieux de fouilles aussi, et on a finalement aussi des dessins, parce que tu reproduis aussi finalement l'allure que pourraient avoir ces différents animaux, et notamment on aperçoit aussi des tas de choses aussi, pareil, des détails de coquilles, etc., qui sont reformés, tout ça, les œufs de dinosaures, on a plein de choses finalement. Oui. Et tout ça te permet évidemment de découvrir, et c'est fou, parce que vous arrivez, grâce à vous, on arrive à savoir finalement la taille des animaux, ce qu'ils mangeaient, etc., etc. Là notamment, on a comment ça s'appelle, là si je me trompe pas, c'est des hadrosaures. Bravo. Et leur denture. Oui, alors tu sais quoi, bravo, j'ai une chance, comme dirait l'autre. Je suis pile poil à la bonne page au moment où. Donc, alors, quel talent. Ah non, mais c'est vraiment un hasard. Hein. Voilà, ce sont des telmatosaures, donc ce sont des dinosaures à bec de canard, des hadrosaures, et qui pendant très longtemps, on a pensé qu'ils n'étaient pas présents dans le Var, mais qu'on les trouvait uniquement dans le Languedoc-Roussillon. Et les restes étaient extrêmement fragmentaires, et donc là, ça y est, c'est quelque chose qui est prouvé. On a eu ces dinosaures-là, qui étaient des herbivores, et alors c'est très très fragmentaire, donc on a très peu de données sur ces dinosaures-là, mais nous sommes ici, il y a 70 millions d'années, nous sommes quasiment à la fin de la période des dinosaures, donc on a eu ce genre d'animal dans le département. Je les vois tout le temps verts quasiment, la plupart du temps, mais est-ce que vous arrivez aussi à savoir quelle couleur ils avaient, ces animaux ? Alors non, on ne peut pas le savoir. Alors je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux illustrations. Alors c'est pas moi qui les ai faites, c'est Yon Chepleanu, qui était venu une fois faire une chronique, enfin en tant qu'invité également. Parler d'un de vos ouvrages. Donc voilà, donc c'est lui qui m'a fait les illustrations. Et alors pourquoi on prend du vert pour les herbivores ? On ne connaît pas la couleur des dinosaures, ça ne se fossilise pas. Sauf en Chine, on a retrouvé dans de l'ambre des plumes de dinosaures carnivores qui ont été extrêmement bien fossilisées. Et on a pu avoir des pigments plutôt rouge-marron. Mais là, pour les gros herbivores, on imagine qu'il faut qu'ils soient plutôt discrets, pas trop voyants, pour ne pas se faire attraper par les prédateurs. Ce sont des environnements assez forestiers, donc on pense plutôt à des couleurs neutres, comme on a actuellement dans les démarches, on fait une démarche actualiste, avec les gros animaux, les gros herbivores aujourd'hui, ils ne sont pas rouges. Ils ne sont pas rouges ou ils ne sont pas vert flashy, c'est plutôt des couleurs assez discrètes. Donc on prend cette optique-là, mais rien ne dit que les couleurs que l'on utilise sont justes. Dans d'autres bouquins, ils auront des couleurs tout à fait différentes. C'est la seule chose sur la couleur où on peut à peu près se lâcher, tout en gardant quand même des garde-fous. On ne va pas leur mettre des étoiles bleues sur les dinosaures. Oui, vous n'allez pas les faire rose fluo. Non. Ouais. Envie de réagir ou pas du tout ? Absolument. Je suis très impressionné d'apprendre qu'il y a eu autant de dinosaures sur la planète pour qu'on puisse, de 200 millions d'années après, et même plus, retrouver encore quelques fragments. Mais j'avais une question très simple et très précise. Quand vous trouvez des fragments comme ces fameuses vertèbres dont tu parlais tout à l'heure, où vont ces fragments ? Dans les musées. Mais où ? Quel musée ? Au Muséum d'histoire naturelle. Oui, bien sûr. Alors, au musée, donc là, les vertèbres dont je parle, elles sont. Est-ce que c'est pas en lien finalement avec qui trouve aussi, à qui appartiennent ou le secteur l'inventeur, pas du tout ? Alors non, c'est différent. Alors en paléontologie, c'est le code du patrimoine, c'est le code civil, pardon. Et donc l'article 552 du code civil, ce qui fait qu'un bien meuble, donc que l'on peut bouger, qui est mobile, appartient au propriétaire du terrain. Donc généralement, en paléontologie, ce que l'on fait, c'est que l'on demande l'autorisation au propriétaire du terrain de faire des fouilles. Et on signe une convention disant que les fossiles trouvés vont, du moins ceux qui sont scientifiquement intéressants, dans les réserves d'un musée. Et là, pour ces vertèbres-là, elles sont dans les réserves du Muséum départemental d'histoire naturelle, qui est à Toulon. Voilà. Et ainsi que la mandibule. Pas très loin du 4 chemin des routes. Voilà. Et la mandibule dont je parlais, elle est carrément exposée en vitrine. Elle est exposée en vitrine. Et généralement, ce que l'on fait, c'est que ces fossiles-là vont dans des musées ou dans des collections d'études universitaires. Là, c'est vraiment un ouvrage, je veux dire, au-delà d'un ouvrage spécialiste, c'est-à-dire que je m'aperçois, moi, c'est-à-dire qu'autour de moi, quand j'en parle, il y a des grands enfants, entre guillemets, c'est-à-dire que cette passion des dinosaures et de toute cette connaissance qui est née chez beaucoup d'enfants,
les gens la gardent adulte, et je retrouve des copains de mon âge, etc., qui sont passionnés. C'est-à-dire que cet ouvrage s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. C'est-à-dire qu'on apprend tous, pour tous les passionnés. Hein. C'est vraiment accessible à tous. C'est ça. Alors en fait, c'est pas un livre, c'est un livre de vulgarisation et un livre de découverte. Ce n'est pas un ouvrage scientifique, parce que d'une part, je n'ai pas le niveau, je suis pas un vrai paléontologue de formation. Mais ça se voit. Donc, comment ça se voit? Tu veux que j'aille lui crever les pneus de la voiture? Ah non, mais je peux pas, il me ramène. On va lui couper les cheveux à la fin de l'émission, ça va le calmer. Non, mais en fait, c'est pas, les spécialistes vont lire des ouvrages spécialistes. Là, c'est un ouvrage de vulgarisation, mais ce n'est pas non plus, on en parlait tout à l'heure, c'est pas un catalogue. Ce n'est pas un catalogue avec des noms à l'appel. Ce n'est pas que du dinosaure, c'est vraiment, ça va taper large. Et effectivement, ça plaît autant aux adultes, parce que dedans, il va y avoir des parties de paragraphes qui vont être assez techniques, assez complexes. Et il est très illustré, et ça permet aussi aux enfants de se découvrir une passion. Là, j'ai ma nièce qui a 4 ans, elle va avoir 5 ans dans pas très longtemps. J'ai appris qu'elle feuilletait en permanence. D'ailleurs, Méline, je te fais un petit bisou. Et voilà, donc ça plaît aux enfants, mais en même temps, je montre dedans des aspects très scientifiques pour montrer que la paléontologie, c'est pas prendre une pelle et un seau et les gratter. Mais ce qui est surprenant, c'est-à-dire qu'en feuilletant on voit des choses, et en même temps on comprend, et surtout, tout à l'heure tu citais Cuers par exemple, là on a aussi des secteurs qui nous sont totalement familiers aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup ça peut parler aux uns et aux autres de savoir qu'il y a des secteurs que l'on connaît, ou ça peut être même chez nous tout simplement, notre ville, et d'un seul coup c'est vrai que ça prend une vie peut-être pour nous Varois un peu différente de quelqu'un de l'extérieur. C'est ça. Alors au début, quand j'avais commencé, parce qu'en fait c'est une réédition augmentée d'un précédent ouvrage qui s'appelait La Provence, terre de dinosaures. Là il est beaucoup plus complet, beaucoup mieux illustré, avec les dernières découvertes rajoutées. Au début on m'avait reproché d'être varo-varois. J'habite dans le Var. Le Var, c'est un département qui est extrêmement riche au niveau de la diversité géologique, minéralogique et paléontologique. Et il est anormal, tout à fait anormal, qu'on parle d'un crâne de sélacanthe dans un symposium au Japon, et que dans le Var, on n'est même pas au courant que ce crâne a été trouvé au Toronnet. Donc du coup, c'est un livre qui est fait pour les Varois, pour qu'ils puissent se l'approprier, connaître leur territoire d'une façon un petit peu différente, mais en même temps ça diffuse. Et d'autres personnes, grâce aux réseaux sociaux, il y a des personnes qui m'ont écrit, qui habitent de l'autre côté de la France, qui m'ont dit c'est magnifique, on a trouvé ce bouquin-là, ça nous donne envie de venir dans le Var. En même temps, ça participe à l'attrait touristique, à l'attrait géotouristique. Parce que tu as raison, c'est-à-dire que ça fait aussi partie d'un attrait, cette histoire de fossiles qu'on peut trouver, de justement regarder, observer aussi la roche, etc. Et tout ça, c'est aussi, il y a un tourisme autour de ça, et il y a l'objectif aussi de faire une sorte de tracé tout autour de notre département qui pourrait nous permettre de balader, d'avoir ce genre de visite en lien entre la géologie et finalement l'histoire, j'allais dire, archéologique. Alors, il y a un projet de géoparc dans le sud du département, donc ça prendrait un tiers du territoire, de l'Estérel jusqu'au Pradé, territoire, ça s'appelle d'ailleurs le géoparc UNESCO, géoparc Mort-Estérel, et je fais partie justement du comité d'orientation scientifique et culturelle. Et c'est en cours, le dossier est en cours de montage, et avec plusieurs parcours pour développer le géotourisme avec la géologie, la paléontologie, mais également art et traditions populaires liées au territoire. En tout cas, tout ça, voilà, on parle du territoire, on parle finalement de choses qui réveillent un peu notre âme d'enfant. J'ai l'impression qu'on parle aussi de nature, une période où peut-être les déchets n'existaient pas vraiment. Et grâce à Sandra Maréco qui est avec nous, qui s'occupe là, depuis récemment d'une chronique un peu zéro déchet. Tu vas nous ouvrir, Sandra, une petite parenthèse et des idées, c'est-à-dire que les vacances, là, c'est quasiment demain. Comment finalement faire des sorties ou les vacances avec cette idée de zéro déchet, ou peut-être prendre de bonnes habitudes, des exemples simples? Tout à fait. Alors effectivement, on va pouvoir aller faire un tour dans le Var et sur les traces des dinosaures. Pour ça, on se balade léger et sans déchets. Pour le goûter, on prévoit tout simplement une gourde individuelle avec de l'eau et une boîte avec des fruits coupés en morceaux. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, c'est déjà le bon réflexe dans le départ. On oublie la bouteille en plastique, on oublie les paquets de gâteaux et autres, etc. On prend le temps juste de faire des choses meilleures, simples, avec un emballage des deux côtés pour l'eau et pour les fruits. Tout à fait. Et on se retrouve sans déchets, avec une alimentation saine. Et on peut très bien penser à prendre un morceau de pain avec la barre de chocolat, comme on a tous connu, comme on était gamin. Là, ça, c'est le départ.
Ça, c'est pour le goûter, le départ et la balade. Sinon, après, il y a des activités maison aussi. Tout à fait. Les activités, on en trouve plein. Alors, il y a le truc, ah bah tiens, c'est les vacances, on va acheter des jeux, des jouets, quoi que ce soit. Non, pensez d'abord ludothèque. À la ludothèque, on peut se faire prêter des jouets, comme dans une bibliothèque où on prend des livres. Il y a le troc, il y a l'échange, il y a les voisins. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter et de générer encore des matières premières pour pouvoir avoir quelque chose de matériel. Et après, il y a également les loisirs créatifs maison. On peut tout à fait fabriquer de la pâte à modeler, comme j'ai ici. Donc là, c'est une pâte à modeler qui est fabriquée maison, qui est facile à malaxer. De la peinture, ça peut être de la peinture au doigt comme celle-ci ou de l'aquarelle. Il y a des sables magiques, et il y a plein de créations qu'on peut faire facilement à la maison. Tu es en train de dire que des fois, tu es en train de dire que de manière naturelle, on peut créer de la pâte à modeler, on peut créer de la peinture de manière totalement naturelle, et même créer la pâte à modeler et créer la peinture et les couleurs de manière naturelle, c'est aussi une activité en soi aussi. Tout à fait, la création est une activité et on reste sur du naturel parce que ce sont des produits simples que l'on trouve dans sa cuisine, des colorants alimentaires, de la farine, du sel, du bicarbonate, de l'eau, peut-être une huile végétale, mais vraiment des aliments simples et qu'on peut en plus trouver en vrac, donc sans emballage. Et là-dedans, il n'y a aucun perturbateur endocrinien, aucun allergène, solvant ou quoi que ce soit, que des produits naturels et bons pour la santé et l'environnement. Bah ça, voilà. Après, si on peut retrouver, parce que il y a pas mal d'infos, on peut retrouver ça sur ton site internet, laterredenosenfants.fr, et c'est aussi un Facebook, laterredenosenfants.fr, et tu organises en plus régulièrement des petits ateliers, des choses comme ça, et là, tu as des choses de prévues ces jours-ci ou pas? Tout à fait. Pour les 15 jours de vacances, du lundi au vendredi, on va se retrouver sur les coups de 17h, 17h30, pour faire un atelier différent chaque jour, ce qui permettra d'apprendre à confectionner tous ces produits et aux petits loulous de s'amuser par la suite. D'accord, ben même nous on peut venir apprendre parce que finalement, j'allais dire, c'est peut-être sympa de savoir faire de la pâte à modeler, des peintures et autres, c'est un peu tout ça qui nous attend. Tout à fait, c'est ce qu'on va faire, pâte à modeler. On passera aussi par les petits gourmands parce que la pâte à tartiner, c'est sympa à tartiner, donc il y a plein de choses à voir. Oh, je vais venir, je crois, si on va apprendre à faire de la pâte à tartiner. Ah ouais, elle est excellente. Bon, je veux bien te croire. Un grand merci à toi, Sandra. Je te dis à très vite. Et puis, on va te voir assez régulièrement lors de fêtes, d'événements, de semaines nature, eau, etc. etc. Et voilà, ton visage va revenir de manière un peu plus familière et assez régulièrement. Allez, merci à vous et vraiment contente parce que mon petit loulou, il va s'éclater parce qu'il va être un futur archéologue des dinosaures. Écoute, je te mettrai en lien avec Stéphane parce que je t'assure, l'ouvrage est vraiment gigantesque et super. Toi, en plus, pas très loin de chez toi, il y a un super musée, le musée qui est en haut, du côté de Manosque. Quinson ? À Quinson, voilà. Alors c'est la préhistoire, c'est un musée de la préhistoire, ouais, c'est les gorges de Verdon. Alors il faut faire attention, archéologie c'est tout ce qui touche à l'homme, paléontologie c'est tout ce qui touche aux fossiles. Oh. Donc là c'est un ouvrage de paléontologie. D'accord. Et au musée de... Ah oui, moi j'y connais rien, moi je découvre donc, tout. Voilà, mais souvent on confond. Alors à l'époque, quand je faisais des fouilles paléontologiques, on me disait oh là là, j'adore l'archéologie et les Égyptiens, tout ça, l'Égypte, moi je suis bon. Et maintenant que je travaille dans un service d'archéologie, on me dit oh j'adore la paléontologie, c'est magnifique ce que vous faites. C'est pas possible. Mais en fait, il y a une confusion entre archéologie et paléontologie. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux déchets qui n'existaient pas à l'époque. On trouve des déchets de l'époque. C'est-à-dire ? Que peut-on trouver comme déchets de l'époque, des époques paléontologiques ? Pas forcément les dinosaures, hein, avant ou après. Toi, tu ris, vas-y. Tu penses à quelque chose ? Des déjections de dinosaures. Leurs ossements ? Non, les déjections. Je veux dire même leurs ossements, tout simplement. Non, ce ne sont pas des déchets, ce sont les carcasses, mais les déjections, les coprolites. Donc, coprolites, ce sont des excréments fossilisés. Et on trouve également du vomi, on trouve des régurgitations. Et au musée de Colobrières, quand il rouvrira, quand les mesures sanitaires nous permettront... Des géologiques ? Oui, c'est musée de géologie, minéralogie, paléontologie. Donc actuellement, avec les mesures sanitaires, on peut aller faire des courses et prendre le métro, mais on ne peut pas aller voir des vitrines. Parce qu'on peut choper le Covid en regardant un fossile. Bon. À travers une vitre. À travers une vitre, on ferme la parenthèse. Au musée de Colobrières, il y a des terriers que j'ai trouvés avec des réjections
Donc ce sont des organismes qui ont fouillé dans le sol et qui au fur et à mesure rejetaient ce qu'ils absorbaient. Et donc on peut en voir dans le musée de Colobrières. Ça vient du Toronnet. Si ce sont des matières organiques, petit, hein. Si ce sont des matières organiques, tu peux faire de la datation au carbone 14 alors. Non, parce que le carbone 14, c'est trop récent. C'est une méthode qui ne permet pas de dater au-delà de 50 000 ans. Parce que la demi-vie des isotopes est beaucoup trop restreinte, trop réduite. Et pour les datations, en fait, on va plutôt dater les roches environnantes avec d'autres méthodes comme le potassium-argon, l'uranium-plomb, l'uranium-thorium. Donc on a plein d'autres méthodes de datation. Le carbone 14, c'est la plus connue de toutes, mais on l'utilise en archéologie et encore l'archéologie récente. Enfin, quand je dis récent, 50 000 ans, c'est pas très très récent pour ça. Oui, pour d'évidentes raisons, parce qu'il faut de la matière organique. Exactement, et surtout que la demi-vie, c'est 5568 ans. La demi-vie ? Oui, la demi-vie, c'est la période au bout de laquelle la désintégration, il ne reste plus que la moitié du nombre de particules désintégrées. Voilà, donc sur un échantillon de 100... Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, moi je n'ai rien compris. Donc imagine que tu as 100 isotopes de carbone 14, dans 5568 ans, tu n'en auras plus que 50, dans 5568 ans, il n'y en aura plus que 25, et ainsi de suite. Chaque fois, ça se divise par 2. Et du coup, c'est tellement réduit le temps, parce que du coup, on ne peut pas monter trop loin, on ne peut pas reculer trop loin dans le temps. En revanche, il y a d'autres où la période de demi-vie, ça se compte en centaines de millions d'années, voire en milliards d'années. Donc là, on peut l'utiliser pour dater les roches. Je me sens vraiment bête avec vous, là, aujourd'hui. Ça me donne vraiment envie de me cultiver. Attends demain. En ouvrant le Var, terre de géants, parce que finalement, j'ai l'impression que nous tous passionnés, ou en tout cas même curieux, parce que là, je suis en train de me dire, mais j'ai plein de choses à apprendre et plein de choses à découvrir, notamment. Quelles sont les choses qui vont surprendre les gens? Parce que là, on a parlé, c'est vrai, d'animaux marins et autres, mais il y a aussi des oiseaux, parce que derrière aussi, c'est-à-dire que ce monde-là aussi existait aussi. Oui, alors très bien, les oiseaux, justement, là depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de dinosaures. Et donc je disais tout à l'heure, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les dinosaures dans le Var, c'est quelques millions d'années. Ils ont vécu 2-3 millions d'années à partir de moins 72 à moins 70 millions d'années. Ça fait 2 millions d'années, c'est très peu. Et 10 millions d'années environ après l'extinction totale des dinosaures, dans le Var, on avait des oiseaux géants, qu'on l'on appelle des gargantuavis, qui étaient des oiseaux qui ne volaient pas, dont on retrouve les coquilles. Alors on trouve les coquilles d'œufs et on retrouve également des pierres de gésier, qu'on appelle des gastrolites. Alors du côté de Salerne, du côté de Montmélian, on en trouve un petit peu dans ce coin du Haut-Var. Et on peut voir des coquilles exposées justement à ce même musée de Colobrières que j'ai fourni en fossiles. Et ça prouve qu'après les dinosaures, on a quand même eu autre chose. Donc on a eu d'autres formes de vie qui étaient tout aussi intéressantes. Alors dans le Var, on a eu ça, mais ailleurs, on avait d'autres choses. On avait encore des rhinocéros géants. On a eu énormément de mammifères. Bon, c'est l'avènement des mammifères. Hein, mais, Notre département, on dit beaucoup aussi, pareil, il y a la présence de la tortue d'Hermann, par exemple. Finalement, elle a ses ancêtres aussi, alors oui, la tortue d'Hermann, elle a ses ancêtres, bien entendu. Et en parlant de tortues, alors, on a retrouvé des fossiles de tortues qui datent du Crétacé, donc il y a 70 millions d'années. Mais on a retrouvé également un fossile de tortue. Ce sont 2 amateurs qui nous ont alertés. Sur un bord de route à Barjol, un fossile de tortue géochelone, donc la tortue, la carapace mesurait environ 90 cm. Donc ça ressemble un petit peu aux tortues des Galapagos, on va simplifier, et qui date de 5 millions d'années. Il y a des éléphants aussi dans le centre-Var? Oui, à Besse-sur-Issole. Besse-sur-Issole, il y a un éléphant qui a été trouvé, donc éléphant méridional, alors Mammutus meridionalis, et qui était un éléphant qui vivait à Besse, il y a environ 1 million d'années, à l'époque où le climat était différent de l'actuel, il était plus chaud. Parce que souvent, on parle du climat qui se réchauffe, mais c'est oublié qu'à cette époque-là, même à l'époque des dinosaures, pour revenir à eux, ou encore même avant, hein, le climat du Permien, il était extrêmement chaud, beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Et voilà, il y a plein de trucs, on va à Cabasse-sur-Issole, etc. Bon, en tout cas, moi, ça me passionne réellement, alors que je ne suis pas le premier public, voilà, mais d'un seul coup, je me dis, c'est assez fou. En tout cas, grâce à toi, on peut répondre à une question toute bête, c'est qui de la poule ou de l'œuf est arrivé le premier? J'ai l'impression que c'est l'œuf. Tout à fait. Puisqu'il est arrivé avec d'autres oiseaux, voilà, oui. Avant que la poule arrive réellement, donc qu'elle arrive poule, il y a l'œuf qui est arrivé bien avant. Les premiers œufs sont arrivés il y a plus de 600 millions d'années au cours du Précambrien. Voilà. Et les poules sont arrivées quelques millions d'années plus tard. Voilà, oui, quelques centaines de millions d'années plus tard. La poule, c'est l'évolution d'autres animaux, tout simplement. Exactement. Qui pondaient déjà la poule, des œufs. C'est un dinosaure.
Toi, tu es aussi un petit spécialiste. Je vois qu'il y a un autre ouvrage aussi qui est caché là-dessous. Toi aussi, tu vas nous parler de tout au long de la semaine. Je veux dire, là, c'est sur l'idée de petites chroniques scientifiques extraordinaires que tu as. Dans la semaine, tu vas aussi nous ouvrir des parenthèses sur des personnages. Je pense à Archimède, je pense à qui j'aurais pensé à Thalès aussi. Christophe Colomb. Et Christophe Colomb, on va parler de tous ces gens-là. On va ouvrir pas mal de parenthèses avec toi sur ces personnages-là aussi. Avec des anecdotes étonnantes et un peu comme le disait Stéphane, on va faire découvrir une facette inédite. Nous avons découvert tout à l'heure que le Var était une sorte de Jurassic Park. Eh bien, vous verrez que les grands scientifiques ne sont pas forcément connus pour ce qu'on croyait qu'ils étaient. Thalès, je l'aime pas, c'est trop de mauvais souvenirs. D'autant plus que je vais redoubler ma 5e, j'ai failli la tripler, j'ai failli me le taper 3 fois le théorème de Thalès. J'ai toujours pas compris. Hein. C'est l'époque où tu avais des cheveux, parce que si vous voulez voir Stéphane avec des cheveux, c'est dans l'ouvrage aussi, il a des photos de lui en train de... Non, à l'époque j'étais encore au collège, j'avais pas le droit. Là, sur la photo, j'étais majeur, j'ai eu le droit de faire ce que je voulais. Tu avais les cheveux longs, la moustache et tout, voilà, vous allez voir un peu, voilà, avec un côté un peu, ça fait un peu Vercingétorix. Ah, je jouais du métal à l'époque dans un groupe, donc qui joue du métal, il faut avoir les cheveux. Non, tu joues de la vielle. Entre autres. Voilà. Bon, de la vieille, hein, de la vieille. Non, pas de la vieille, ça tu as fait. Non, ça, attends un peu. Le Var, Terre de Géants, Stéphane Giner aux éditions Presse du Midi. Vous pouvez retrouver de toute manière toutes les infos sur lespressesdumidi.fr. Merci à Sandra d'avoir été aussi avec nous. Et puis elle aussi, vous la retrouvez elle, sur laterredenosenfants.fr. Stéphane Giner, je vais y arriver. Jean-Marc Génoux, vous le retrouvez quand? Ici, au même endroit, dès demain. Et puis Stéphane a promis de revenir. Et puis, on change de place demain. Ouais. Toi, je te mets là et je mets... Mets-toi à ma place, Stéphane. Allez. Stéphane, mais mets-toi à ma place. C'est le principe d'incertitude d'Heisenberg là qu'on va faire là. Messieurs, dames, je vais aller me reposer. Moi. À très bientôt.